Dévasté et seul, j'ai enterré mon fils de 12 ans. Ma famille a refusé d'assister à ses funérailles pour des vacances à 8 000 €. Sa mort est ton problème, m'a dit ma sœur. Ma mère, tu es assez forte pour gérer ça seule. À leur retour, ils ont hurlé en voyant. J'étais dévasté et complètement seul lorsque ma famille a refusé d'assister aux funérailles de mon fils de 12 ans. Ils ont dit que des vacances à 8 000 € à Cancun ne pouvaient pas attendre. La voix de ma sœur résonne encore dans ma tête, froide, tranchante, sans cœur. Sa mort est ton problème. Je suis enceinte et j'ai besoin de ces vacances. Et ma mère, elle m'a dit, tu es assez fort pour faire face seul. Alors, pendant qu'ils sirotaient des cocktails sur une plage, j'étais sous la pluie à regarder le cercueil de mon fils s'enfoncer dans le sol. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis juste resté silencieux parce que parfois le silence est le seul cri qui reste. Mais quand ils sont revenus de leur paradis et ont vu ce que j'avais fait, ils ont finalement réalisé que le paradis avait un prix. Je m'appelle Olivier Marchal et voici l'histoire de la façon dont la perte a dépouillé ma vie de tout ce qui était faux et comment j'ai trouvé la force dans les ruines qu'ils ont laissées derrière. Ce samedi-là a commencé comme tous les autres que j'avais vécu en tant que mari, père, fils essayant de maintenir tout le monde uni. Le café sentait fort, la fenêtre de la cuisine était embuée par l'air froid de Grenoble, et Léna riait en essayant de faire enfiler sa veste à Antoine. Il avait 12 ans et était entièrement fait de questions et d'énergie. Sa dernière obsession, un robot fabriqué à partir de pièces d'imprimante de rechange et de fils de cuivre. On ramènera le plus gros poisson du lac, papa, a-t-il crié en traînant la glacière sur le carrelage. J'ai souri, j'ai embrassé Léna, je lui ai tendu les sandwichs emballés et je leur ai rappelé d'être de retour avant 18 h. Antoine avait encore un projet de science à terminer, et je voulais qu'il soit à la maison avant la nuit. Après leur départ, la maison était calme, mais chaleureuse, le genre de silence qui semble sûr. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié les rappels épinglés à mon email. Paiement de l'assurance voiture de maman et papa dû, facture de téléphone de Vespé en retard, abonnement à la salle de sport de Kellen expirant. Je les ai tous payés. 3 000 € par mois au total en soutien dispersé sur une demi-douzaine de prélèvements automatiques qui avaient depuis longtemps cessé de ressembler à de la générosité. La famille est de la famille, me disais-je. J'ai été élevé avec cette phrase et j'y croyais comme à l'évangile. Dehors, la lumière d'hiver s'estompait en un gris doux. Vers 18 h, j'ai commencé le dîner en attendant des phares dans l'allée, mais la route est restée vide. À 18 h 30, j'ai appelé Léna, directement sur la messagerie vocale. 19 h, toujours rien. Je me suis dit que la réception près du lac était terrible. À 20 h, mes allées et venues avaient creusé un chemin sur le tapis du salon. Puis, à 20 h 51, la sonnette a retenti. 2 agents en uniforme se tenaient sur mon porche, chapeau à la main. Le plus âgé a dit mon nom comme s'il pesait quelque chose. Monsieur Marchal, je crains qu'il y ait eu un accident sur la route 29 près du lac des Guebelettes. Ces mots ont dissous l'air autour de moi. Ma bouche a fonctionné avant mon esprit. Vont-ils bien? Ai-je demandé. Où sont-ils? Le plus jeune officier a baissé les yeux. Votre femme Léna a été déclarée morte sur les lieux. Votre fils est en vie, mais il est dans un état critique. Il est transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le temps s'est arrêté. Je ne me souviens pas avoir verrouillé la porte, juste la sensation du volant froid et le flou des feux rouges dans le rétroviseur. À l'hôpital, les couloirs brillaient d'une propreté stérile et sans fin. L'odeur d'antiseptique, l'écho des chaussures sur le carrelage, tout cela me serrait la poitrine. Un médecin aux yeux fatigués s'est présenté comme le docteur Martin. Nous avons soulagé la pression sur son cerveau, a-t-elle dit. Il est dans le coma. Les prochaines 24 heures sont critiques. J'ai appelé ma mère. Sa voix est venue à travers, épaisse de sommeil. Maman, ai-je réussi à dire. Il y a eu un accident. Léna est partie. Antoine est en chirurgie. Il y a eu une pause, puis. Oh, Olivier, c'est affreux. Nous viendrons le matin, mon cher. Il est tard maintenant. Dans la salle d'attente, les néons bourdonnaient. Un moniteur bipait quelque part dans le couloir. J'ai signé un formulaire de consentement avec des mains qui tremblaient si violemment que je pouvais à peine tenir le stylo. Vers minuit, le docteur Martin est revenu. Il a survécu à l'opération, a-t-elle dit. Maintenant, nous attendons.
Quand je suis rentré chez moi juste avant l'aube, Grenoble dormait encore. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré dans le silence. L'odeur du dîner que je n'avais jamais servi flottait encore dans l'air. 2 chaises étaient assises à la table de la cuisine, une petite, une plus grande, toutes deux vides. Je les ai regardées jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des meubles et deviennent autre chose, la preuve que le monde que je connaissais avait pris fin. La neige est arrivée tôt cette année-là, douce et trompeuse, recouvrant la ville comme une excuse. J'ai passé la semaine à planifier les funérailles de Léna, à rédiger la nécrologie, à choisir les hymnes, à acheter des fleurs seule. Maman avait dit qu'elle s'occuperait des choses, mais quand j'ai appelé, elle aidait Vespé et Kellen à emménager dans le Penthouse de Bordeaux que je leur avais donné sans loyer. « Tu es meilleure pour les détails, chérie », avait-elle dit, comme si le deuil était une compétence. Le jour du service, l'église du cimetière du Père-Lachaise sentait légèrement les lys et l'air froid. 1, 2, 3, 14 personnes sont venues, principalement des collègues de Léna et le professeur d'Antoine. Ma famille est arrivée avec 20 minutes de retard, se glissant dans la rangée du fond. Vespé avait l'air impatiente, regardant son téléphone. Kellen a chuchoté quelque chose qui l'a fait sourire en coin. Maman s'est tamponnée les yeux sans larmes. Je me suis tenu devant le cercueil, essayant de parler, ma voix s'accrochant à chaque mot. Elle aimait les matins, ai-je dit, et le rire. Quand j'ai levé les yeux, la moitié des visages étaient déjà tournés vers la porte. Le service s'est terminé en 45 minutes. Dehors, alors que les portes du corbillard se fermaient, j'ai entendu ma mère murmurer à mon père. « Si nous partons maintenant, nous pouvons encore passer voir le peintre à Bordeaux avant le déjeuner. » Le temps que je rentre chez moi ce soir-là, la maison semblait plus froide que la neige dehors. Mon téléphone a vibré, un texto de Vespé. « Et, tu as payé la facture de téléphone ? La mienne est due. » Je l'ai regardé pendant un long moment avant d'ouvrir mon application bancaire. L'écran s'est rempli de paiements. L'assurance de papa. Les ordonnances de maman. L'abonnement à la salle de sport de Vespé. Le paiement de la voiture de Kellen. Netflix, les courses. 3 000 € chaque mois. J'avais construit une bouée de sauvetage silencieuse pour eux tous. Et aucun n'avait offert un coup de main en retour. Pourtant, je me suis dit qu'ils étaient aussi en deuil. Que la famille signifiait la patience. Que peut-être la semaine prochaine, ils appelleraient juste pour demander comment je tenais le coup. J'ai tapé un message à ma mère pour lui demander si elle voulait qu'on se retrouve pour un café, mais avant de l'envoyer, je l'ai supprimé. Le silence entre nous avait commencé à sembler permanent. L'après-midi suivant, en consultant mes emails, une notification est apparue. Paiement de Marlène Marchal confirmé, Sunset Canquin Resort, 8 000 €, non remboursable. J'ai cligné des yeux, lisant les mots 2 fois. Mon estomac s'est noué. Le même jour où elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas se permettre des fleurs pour les funérailles, elle avait réservé des vacances. Ce soir-là, j'ai parcouru les réseaux sociaux de Vespé. La voilà, souriante devant les jardinières de la fenêtre du Penthouse, toujours pas déballée. Sa légende disait « Nouvelle maison, nouveau départ ». Tellement reconnaissante envers la famille. J'ai zoomé. Au bord du cadre, à moitié caché derrière elle, se trouvait un sac en papier glacé imprimé de lettres dorées, Sunset Canquin. Non remboursable. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assis dans le noir. Dehors, la neige tombait plus fort, assourdissant le bruit de la circulation, recouvrant tout de blanc comme un mensonge, se faisant passer pour la pureté. Ma femme était sous terre, mon fils dans un lit d'hôpital, et les gens que j'appelais ma famille faisaient des listes de colisage pour le paradis. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que le deuil rendait les gens égoïstes. Mais quelque part au fond de moi, je connaissais la vérité. Quelque chose en moi avait changé, une fissure silencieuse qui se transformerait un jour en une rupture. Et je savais aussi ceci. La prochaine fois que la neige tomberait, elle couvrirait plus que des tombes. Elle enterrerait tout ce qui restait du mot famille. La chambre 207 est devenue mon monde entier. Les murs étaient bleu pâle, l'air lourd d'antiseptique, et le bip constant du moniteur était la seule preuve qu'Antoine était encore là. Chaque matin avant le travail, je m'arrêtais à l'hôpital, je lui lisais des articles sur le club de robotique, la météo de Grenoble, les statistiques de Buzzball, tout ce qui ressemblait à la vie. Je lui tenais la main comme si ma seule poignée pouvait maintenir son pouce stable. À côté de son lit, j'ai placé une chaise qui n'a jamais bougé, la chaise de maman. C'est devenu un rituel, un symbole,
une promesse silencieuse que l'amour aurait toujours une place. Mes parents venaient parfois, bien que visiter soit un mot trop généreux. Ils entraient pendant 15 minutes, disaient à quel point ils étaient fatigués et partaient avec un baiser poli sur mon front. Vespé est venu 2 fois, se plaignant à chaque fois de nausées dues à sa grossesse, sirotant un smoothie tout en faisant défiler son téléphone. Je ne peux pas rester longtemps, avait-elle dit une fois. L'odeur des hôpitaux me rend malade. Chaque fois qu'il partait, la pièce semblait plus petite, plus froide et le bourdonnement des machines plus fort. Je continuais à transférer l'argent tous les mois. L'assurance pour papa, les ordonnances pour maman, le paiement de la voiture pour Kellen, les frais de gym pour Vespé, parce que si j'arrêtais, je perdrais même l'illusion de la famille. Je me suis convaincu que donner nous maintenait connectés. Que la responsabilité était une sorte d'amour. Mais au fond, j'ai commencé à sentir la vérité. L'amour n'a pas besoin de reçu. Un soir, j'ai essayé d'organiser quelque chose de significatif. Une soirée de lecture en famille à l'hôpital. Nous pourrions tous nous relayer pour lire ses histoires préférées. Ai-je suggéré. Vespé a répondu par un seul texto. Je ne peux pas. J'ai besoin de repos. La grossesse est épuisante. Le message était accompagné d'un smiley. Je l'ai regardé, me demandant quand l'empathie était devenue facultative. En décembre, la neige dehors était devenue grise à cause de la circulation. Les mises à jour du médecin se sont faites plus courtes, sont-on plus prudents. Nous avons fait tout notre possible, a-t-elle dit. Son activité cérébrale ne s'est pas améliorée. J'ai signé un autre formulaire de consentement. Ma signature, tremblante, mon esprit, fonctionnant en pilote automatique. La veille de Noël, j'ai de nouveau appelé mes parents. Voudriez-vous venir à l'hôpital? J'apporte un petit sapin pour Antoine. J'ai attendu à travers la friture avant que la voix de ma mère ne vienne. Oh, mon chéri, nous ne pouvons pas. Demain, nous finalisons le paiement de Cancun. Si nous reportons, nous perdons l'offre. Elle l'a dit doucement, comme si elle déclinait une invitation à déjeuner. Le téléphone m'a glissé des mains et a heurté le tapis avec un bruit sourd. Pendant un instant, tout ce que j'ai pu entendre, c'est le rythme régulier du moniteur cardiaque qui résonnait dans ma tête. J'ai regardé Antoine, toujours paisible, suspendu quelque part entre les mondes, et j'ai murmuré, « C'est bon, mon fils. Tu n'as plus à les attendre. » Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le curseur clignotait sur un document vierge. J'ai commencé à taper une liste de toutes les dépenses, de tous les paiements automatiques, de toutes les faveurs que j'avais couvertes pour ma famille au fil des ans. En haut, j'ai écrit un mot, la vérité. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, seulement que c'était le premier acte honnête que j'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, un autre texto de Vespé a illuminé mon écran. Et, on pense à refaire le salon du Penthouse. Comme il est à ton nom, peux-tu signer le nouveau contrat de mobilier? On s'occupera de la déco plus tard. J'ai regardé son message, puis la photo d'Antoine scotchée sur mon moniteur, son sourire figé dans un instant avant que tout ne s'effondre. Quelque chose en moi s'est durci silencieusement. J'ai réalisé que l'espoir ne mourrait pas. Il avait été échangé, un paiement à la fois. C'était un matin d'été clair, le genre qui donne au ciel de Grenoble un air infini. Je passais en revue les rapports trimestriels à mon bureau lorsque mon téléphone a sonné. La voix du docteur Martin était stable, mais son silence entre les mots m'a dit ce qui allait arriver. Olivier, je suis vraiment désolé. Antoine a fait un arrêt cardiaque à 8h20. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le monde n'a pas explosé. Il s'est juste arrêté. La pièce autour de moi est devenue floue. Mon stylo a roulé du bureau, a heurté le sol, et ce petit son, doux, insignifiant, est ce qui m'a brisé. J'ai conduit sans réfléchir, me souvenant à peine des feux rouges jusqu'à ce que j'atteigne l'hôpital. La chambre 207 était silencieuse. Les machines avaient disparu. Le lit était fait avec soin. Un petit dinosaure en plastique que je lui avais apporté était assis sur le rebord de la fenêtre, face à la lumière du soleil. Le docteur Martin a posé une main sur mon épaule. Il est parti paisiblement, a-t-elle dit, et sa voix s'est estompée en un bourdonnement, juste un autre bruit de fond dans un monde qui ne se souciait plus de parler. Je me suis assis à côté du lit, j'ai tenu la couverture et j'ai murmuré, « Tu peux te reposer maintenant, petit homme. Tu t'es assez battu. » Quand je suis sorti,
La ville était à nouveau bruyante, des voitures klaxonnaient, des enfants riaient devant une école voisine. J'ai regardé un groupe d'entre eux traverser le passage piéton, les sacs à dos rebondissant. Pendant une seconde, j'ai imaginé Antoine parmi eux, se retournant pour faire un signe de la main. Puis le feu est passé au vert et ils ont disparu. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Maman, ai-je dit. Antoine est parti. Un silence long et creux s'est étiré. Puis, calmement, elle a répondu, oh, mon chéri, c'est terrible. Mais tu vas t'en sortir. Tu es fort. Nous ne pouvons pas annuler le voyage maintenant, cependant. Les billets ne sont pas remboursables. Pendant un instant. J'ai cru avoir mal entendu. Vous ne venez pas aux funérailles, ai-je demandé. Nous avons déjà perdu la compte de l'assurance la dernière fois, a-t-elle dit, comme si elle expliquait la météo. Ne te rends pas les choses plus difficiles. Nous prierons d'ici. J'ai raccroché sans un autre mot. Mes mains tremblaient, mais plus de chagrin, de quelque chose de plus vif, de plus froid. J'ai appelé Vespé ensuite. Elle a décroché à la première sonnerie. Et, maman vient de me le dire. Je suis désolé, mais je ne peux pas gérer ça maintenant. Je suis enceinte, Olivier. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Son ton portait plus d'irritation que de sympathie. Sa mort est ton problème, pas le mien. Cette phrase a atterri comme un couteau. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste laissé tomber le téléphone. Le son de sa chute sur le sol, résonnant dans la maison vide. Plus tard, je me suis assis dans le salon, regardant les deux chaises vides à la table. Celle de Léna, la plus petite pour Antoine. La lumière du soleil les traversait, la poussière tourbillonnant dans la lumière comme des fantômes. Je me suis souvenu de quelque chose que Léna m'avait dit un jour. Lorsque les gens sont confrontés à la perte, ils vous montrent qui ils ont toujours été. Maintenant, je savais qui étaient les miens. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Mes larmes s'étaient taries il y a des mois. Je suis juste resté assis là jusqu'à ce que les ombres atteignent le plafond et j'ai dit doucement à personne, s'ils ont choisi le paradis, je choisirai la vérité. Puis j'ai pris mon téléphone, non pas pour appeler la famille, mais mon amie Suzanne, la seule personne qui s'était manifestée lorsque le monde s'était effondré. Peux-tu m'aider à contacter une entreprise de pompes funèbres? Ai-je demandé. Cette fois, je n'attendais personne d'autre. J'allais enterrer mon fils seul, tout comme j'avais enterré chaque illusion d'amour qui accompagnait mon nom de famille. L'église était silencieuse au bord de Grenoble, petite et grise contre un ciel qui ne pouvait pas se décider entre le soleil et la neige. La moitié des bancs était vide. L'air sentait légèrement les lys et la cire de bougie. Sur l'autel se trouvait une photo encadrée d'Antoine souriant avec sa dent de devant de travers. Celle dont il disait en plaisantant qu'elle le rendait plus humain. Dehors, des flocons de neige tombaient, même si nous étions en juillet. Le monde ne semblait plus comprendre les saisons. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Madame Lagne, son professeur, se tenait près de l'avant, serrant un bouquet de marguerites. Suzanne était à côté de moi, sa main fermement posée sur mon épaule. Deux des anciens collègues de Léna sont venus tranquillement, offrant le genre de condoléances qui commence et se termine par « je ne peux pas imaginer ». Mes parents n'étaient pas là. Ni Vespé ni Kellen. Je suis monté à la chaire, j'ai déplié mes notes et j'ai regardé le papier qui tremblait entre mes doigts. Personne ne naît pour mourir seul, ai-je dit. Mais parfois, la vie nous force à suivre ce chemin en silence. Ma voix s'est brisée à mi-chemin, mais je ne me suis pas arrêté. Il n'y avait aucun membre de la famille pour terminer l'éloge funèbre. Pas de bras réconfortants autour de mon dos. Juste moi, le prêtre et le son de l'orgue jouant un hymne qui semblait trop grand pour un si petit rassemblement. Au moment de descendre le cercueil, le vent s'est levé. J'ai senti mon téléphone vibrer dans la poche de mon manteau. Le réflexe m'a fait le vérifier. L'écran brillait contre le ciel gris. Transaction terminée. Marlène Marshall, Sunset Canquin Resort, 8 000 €. J'ai regardé les mots jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Puis j'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Alors que les cordes grinçaient et que le petit cercueil s'enfonçait dans le sol, j'ai murmuré « Bonne nuit, mon fils ». Les paroles du prêtre se sont estompées derrière moi, remplacées par le crissement de mes chaussures dans la neige. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus rien à pleurer. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la maison était plus sombre que dans mon souvenir.
Le silence ne faisait plus mal. Il était juste là, familier. J'ai allumé une bougie sur la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas effectuer de paiement. J'ai commencé à taper une liste intitulée « Ce qui se termine ce soir ». Ligne par ligne, j'ai écrit assurance auto, ordonnance, facture de téléphone, carte de crédit, salle de sport, Netflix. Chaque nom qui m'avait autrefois lié à eux est devenu une ligne que je coupais. Puis, comme si l'univers voulait tester ma résolution, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Vespé. Et, n'oublie pas de payer la facture internet du Penthouse. Le technicien vient demain. J'ai regardé le texto pendant un long moment, puis j'ai ri, un son qui m'a surpris car il ressemblait plus à un aboiement qu'à un rire. Je n'ai rien répondu. J'ai soufflé la bougie et j'ai dit doucement dans le noir. Demain, ils apprendront ce que signifie perdre quelque chose qu'ils pensaient leur appartenir. Le lendemain matin, j'ai appelé une entreprise de déménagement. J'ai besoin qu'on vide un appartement. Je leur ai tout dit aujourd'hui. À midi, je me trouvais dans le Penthouse de Bordeaux, ses murs de verre scintillant sous la lumière de l'été. L'endroit sentait encore la peinture fraîche et le parfum. Il y avait des photos encadrées de Vespé et Kellen souriant sur le balcon. Des brochures de voyage pour Cancun étalées sur le comptoir. J'ai emballé leurs vêtements, leurs livres, chaque morceau de leur vie qui existait dans mon espace. 3 heures plus tard, les déménageurs ont sorti les cartons et les ont jetés dans le salon de la maison de mes parents. Tout en un tas chaotique. Pas de pile nette, pas d'étiquette, juste du poids. Quand ce fut terminé, j'ai payé les déménageurs, j'ai appelé un serrurier et j'ai changé les serrures de toutes les portes. Nouveau verrou, nouvelle clé, nouveau départ. Quand je suis sorti, l'air semblait plus clair. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais rien cassé, je n'en avais pas eu besoin. Parfois, la destruction ressemble au silence et à la paperasse. Pour la première fois depuis la nuit de l'accident, j'ai dormi sans rêve. Dimanche soir, 22h. La maison était silencieuse. J'étais assis sur le sol du salon, pliant les dernières chemises d'Antoine, celles que je n'arrivais pas à mettre en boîte. Le tissu sentait encore légèrement la lessive et le spray parfumé au pain qu'il avait l'habitude d'utiliser à l'excès. Puis est venu le bruit des voitures qui s'arrêtaient, des portes qui claquaient, des pas sur le gravier. Quelques instants plus tard, des poings ont martelé ma porte d'entrée. Olivier, ouvre tout de suite. La voix de Vespé a traversé la nuit, vive et furieuse. Je me suis levé, j'ai expiré et j'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Vespé, Kellen, ma mère et mon père, les visages rouges de colère et d'épuisement, toujours dans leurs vêtements d'aéroport. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» a crié Vespé au moment où elle m'a vu. Toutes nos affaires ont été jetées dans le salon de maman et papa comme des ordures. Les serrures ne fonctionnent pas. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. Je l'ai regardé calmement. C'est mon appartement. Je vous ai laissé y vivre sans loyer. Cette faveur est terminée. Maman s'est avancée, sa voix tremblant d'une sympathie étudiée. Olivier, mon chéri, tu ne réfléchis pas clairement. Les gens vont parler si tu continues à te comporter comme ça. Les gens ont déjà parlé, ai-je dit. Ils ont remarqué qu'il n'est pas venu aux funérailles. Kellen a essayé d'adoucir la tension. Écoute, mec, je comprends que tu sois en deuil. Mais il y a un bébé qui arrive. Tu ne mettrais pas ta sœur enceinte à la porte, n'est-ce pas? Vespé a croisé les bras, les yeux brûlants. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Tu es jaloux. Ton fils est mort, et j'attends un bébé. Les mots ont frappé comme une gifle, mais je n'ai pas bougé. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Maman a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupée. Vous devez quitter ma maison maintenant. Vespé a ricané. Tu ne peux pas simplement m'essayer. Ils n'ont pas bougé. Au lieu de cela, le ton de ma mère s'est durci. Nous avons besoin de l'argent, Olivier. Ton père et moi dépendons de ton aide. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert un tiroir et j'en ai sorti une pile de papiers. Un par un, je les ai posés sur la table. Assurance auto annulée. Compléments alimentaires annulés, carte de crédit annulée, tout. Le visage de maman s'est décomposé.
Nous ne pouvons pas vivre uniquement de notre retraite. Tu nous punis. Vous avez réussi à dépenser 8 000 € pour des vacances, ai-je dit. Vous vous en sortirez. Le visage de Vespé est devenu cramoisi. Tu te crois si juste, mais tu es juste amer parce qu'il ne te reste personne. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais au moins, je suis honnête sur ce qui a disparu. Mon père s'est éclairci la gorge, murmurant quelque chose sur le fait d'en reparler plus tard, mais j'avais déjà marché jusqu'à la porte et l'avais ouverte. La conversation est terminée, ai-je dit. Voici votre sortie. Pendant un moment, aucun d'eux n'a bougé. Puis Vespé m'a frôlé, marmonnant des jurons à voix basse. Maman a suivi, des larmes striant son maquillage. Mon père est resté assez longtemps pour me regarder avec quelque chose qui aurait pu être de la honte. Puis ils sont partis. J'ai fermé la porte, j'ai tourné la serrure et je me suis appuyé contre le bois. La maison était à nouveau silencieuse, mais cette fois, c'était un silence mérité. Je suis retourné dans le salon, je me suis assis et j'ai regardé les 2 chaises vides près de la table. Pas une seule larme n'est venue. Ils n'étaient pas en colère parce que je les avais trahis. Ils étaient en colère parce que j'avais cessé de payer pour leur confort. Cette prise de conscience n'a pas fait mal. Elle a clarifié. J'ai allumé la lampe, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un court email à mon patron. J'ai besoin de quelques jours de congé. Les affaires familiales sont résolues. Puis j'ai fermé l'ordinateur et je me suis assis dans l'immobilité, le faible bourdonnement du réfrigérateur remplissant l'espace où se trouvaient autrefois des voix. Quand les gens m'ont laissé enterrer mon enfant seul, ils se sont enterrés avec lui. Et maintenant, dans le calme qu'ils ont laissé derrière eux, je pouvais enfin entendre quelque chose de nouveau. Mon propre rythme cardiaque, régulier et libre. 3 jours après la nuit où ils ont martelé ma porte, la maison était enfin de nouveau calme. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé du café et je me suis assis près de la fenêtre de la cuisine, regardant le brouillard matinal se lever de la rue. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la quiétude, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à vibrer encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne s'arrête plus. Des messages de numéros que je ne connaissais pas ont rempli mon écran. Certains étaient courts, d'autres longs, mais le ton était le même. Colère, dégoût, accusation. J'ai ouvert un lien et je me suis figé. C'était là, une publication Facebook longue et dégoulinante d'apitoiement sur soi. Vespé l'avait écrite au milieu de la nuit. La légende disait, mon frère m'a mise à la porte de chez moi alors que je suis enceinte. Il a changé les serrures, m'a coupé mon soutien financier et m'a dit de me débrouiller seul. Je n'ai rien fait de mal, sauf avoir un bébé alors qu'il se noyait dans la jalousie et le chagrin. Elle avait joint une photo du Pantouse de Bordeaux avec les mots « C'était mon espace de sécurité jusqu'à ce qu'ils me le prennent par dépit ». La publication avait plus de 8000 partages au moment où je l'ai vue. La section des commentaires était une tempête. Des inconnus me qualifiant de cruel, de sans cœur, d'instable mentalement. Qui fait ça à une femme enceinte, a écrit l'un d'eux. Il a besoin de thérapie, pas de sympathie, a ajouté un autre. J'ai tout lu en silence, faisant défiler lentement, un doigt sur l'écran, mon cœur étrangement calme. Je n'ai pas répondu, pas un mot. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de tout, de chaque commentaire, de chaque horodatage, de chaque photo qu'elle a publiée. Je ne préparais pas de vengeance. Je voulais juste un dossier, une carte des mensonges. Puis j'ai fermé mon téléphone, j'ai fini mon café et je suis allé me promener. L'air était frais et fin, le genre qui vous éclaircit les poumons et les pensées. Le lendemain matin, le ton en ligne avait commencé à changer. Enfoui parmi l'indignation se trouvaient de nouveaux commentaires de noms que je reconnaissais. J'étais aux funérailles d'Antoine, a écrit Suzanne. Je n'ai vu personne de cette famille là-bas. En dessous, une autre voix est apparue. Madame Lagne, le professeur d'Antoine. Je peux le confirmer, a-t-elle écrit. Pendant qu'Olivier enterrait son fils seul, ils étaient au Mexique. J'ai vu les photos moi-même. Ils les ont publiées le même jour que les funérailles. En quelques heures, les gens ont commencé à retrouver ces mêmes photos. Vespé riant sous un chapeau de soleil, ma mère trinquant dans un bar en bord de mer. Les horodatages correspondaient à l'heure exacte de l'enterrement d'Antoine. L'indignation qui m'avait autrefois visé s'est retournée contre eux, se repliant sur eux comme un raz-de-marée. Je me suis assis sur mon porche, faisant défiler tranquillement les commentaires qui se multipliaient. Certains exigeaient des excuses.
d'autres les traitaient de monstres. Quelqu'un a même tagué l'emplacement du complexe hôtelier et a écrit « Le paradis a des conséquences ». Finalement, j'ai tapé un commentaire. Justin. Vespé, tu as raison. Notre famille est morte, mais ce n'était pas aux funérailles. Elle est morte le jour où vous avez choisi des vacances plutôt que l'adieu d'un enfant. Cette seule ligne s'est propagée plus vite que toute sa publication. À la tombée de la nuit, la publication originale avait été supprimée, mais les captures d'écran étaient partout. Fils de discussion, forum, groupe de quartier. Tout le monde avait vu la vérité. J'ai reçu un email anonyme le lendemain matin. Il disait, vous avez fait ce que la plupart des gens n'osent jamais dire. Assez. J'espère que vous dormez plus facilement maintenant. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assis là pendant un moment, regardant l'écran lumineux jusqu'à ce que mon reflet me regarde. Cet après-midi-là, une épaisse enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture, celle de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre. Tu as humilié cette famille au-delà de toute réparation. On pouvait y lire, quelle que soit la paix que tu penses avoir trouvée, elle est bâtie sur des cendres. Tu le regretteras. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée dans le tiroir à côté de la photographie d'Antoine. Je n'ai ressenti ni colère ni douleur, juste un épuisement tranquille qui semblait en quelque sorte paisible. La vérité, ai-je réalisé, n'avait plus besoin de ma défense. Elle était là, vivant sa propre vie, faisant ce qu'elle fait toujours, survivre au mensonge. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'avais juste besoin de continuer à marcher. Et pour la première fois depuis des années, je savais exactement où ce chemin menait. 6 mois plus tard, Grenoble a commencé à dégeler. La neige sur les trottoirs s'est transformée en minces rubans d'eau qui coulaient vers les égouts, emportant l'hiver, morceau par morceau. J'avais loué le Penthouse de Bordeaux à 2 étudiants diplômés de l'université, polis, calmes et prêts à payer le plein loyer du marché. La maison de Grenoble était à moitié vide maintenant. J'avais vendu la plupart des meubles, donné le reste. Un matin, une épaisse enveloppe de la banque est arrivée. À l'intérieur se trouvait une copie de l'avis de retard de mes parents, des cartes de crédit impayées, des échéances de prêts manqués et un avertissement de saisie. J'ai regardé les chiffres pendant un long moment avant de plier le papier en deux. Le lendemain, je suis allé chez eux. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Peinture écaillée sur le porche, courrier non ouvert empilé près de la porte, un nain de jardin délavé à moitié enterré dans les feuilles mortes. Ma mère a ouvert la porte, le visage pâle, la voix plate. Nous ne pensions pas que tu viendrais, a-t-elle dit. Mon père était assis sur le canapé derrière elle, les yeux fixés sur le sol. L'air sentait la poussière et le vieux café. Nous avons des ennuis, a-t-elle dit doucement. Nous n'arrivons pas à suivre avec les factures. Peut-être que tu pourrais aider, juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. J'ai regardé autour de la pièce, la même pièce où je réparais leurs tuyaux qui fuyaient, où j'installais leur Wi-Fi, où je payais leurs factures de carte de crédit. Tu m'as dit un jour que j'étais assez fort pour faire face seul, ai-je dit doucement. Maintenant, c'est votre tour. Ses yeux se sont remplis de larmes. Nous avons fait des erreurs, mais tu es cruel. Non, ai-je dit. Je suis juste. J'ai sorti un chéquier de ma poche, j'ai écrit un montant suffisant pour couvrir 3 mois et je l'ai posé sur la table. Ce n'est pas une obligation, ai-je dit. C'est une clôture. 3 mois pour vous organiser. Après ça, nous sommes quittes. Elle n'a pas dit merci, et je ne m'y attendais pas. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Le plancher a grincé derrière moi, mais personne n'a suivi. Je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où j'ai atteint les Alpes, le soleil avait commencé à se coucher derrière les sommets, donnant au ciel un orange meurtri. Je me suis arrêté à une station-service sur l'autoroute. Le préposé, un homme aux mains tachées d'huile, a demandé. « Où allez-vous » J'ai souri. Pas encore sûr. Juste loin d'ici. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Peut-être qu'il comprenait. Cette nuit-là, je me suis garé près d'une étendue de forêt tranquille, j'ai planté une petite tente et je me suis assis dehors près d'un feu crépitant. Du coffre de ma voiture, j'ai sorti 2 chaises pliantes, celles que Léna et Antoine utilisaient quand nous allions camper. Je les ai placées côte à côte, face aux montagnes, saupoudrées de neige fondante. L'air sentait le propre et le vif,
transportant le son de la glace fondante d'un ruisseau voisin. J'ai murmuré aux chaises vides. Vous êtes tous les deux libres maintenant. Je pense que je le suis enfin aussi. De la poche de ma veste, j'ai sorti la dernière facture impayée. J'avais gardé la facture de l'hôpital pour le séjour d'Antoine dans la chambre 207. Je l'ai tenue au-dessus du feu, j'ai regardé les flammes enrouler les bords, la transformant en cendre. Plus tard, sous un ciel si large qu'il semblait infini. J'ai écrit dans mon journal, on ne peut pas choisir où l'on est, mais on peut choisir où l'on appartient. J'avais l'intention de déménager au nord, à Annecy, pour ouvrir un petit atelier de construction d'éoliennes, quelque chose qu'Antoine avait dit un jour qu'il inventerait pour alimenter le monde entier. Je ne savais pas si j'y arriverais, mais pour la première fois, l'idée d'essayer ressemblait à revivre. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, j'ai vérifié mes emails sur mon téléphone. Un message de Suzanne attendait dans ma boîte de réception. L'objet était, pour Antoine. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une courte note. La NASA a annoncé la découverte d'une nouvelle étoile la semaine dernière. L'astronome qui l'a trouvée l'a nommé Antoine Marshall. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, puis j'ai levé les yeux vers le ciel pâle du matin. Quelque part là-haut, une petite lumière brûlait, stable et indifférente à la distance. Ils ont choisi le paradis, ai-je murmuré. Mais j'ai choisi le ciel. Et alors que la première chaleur du printemps frôlait mon visage, j'ai finalement compris que parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est juste le premier début honnête. Quand je regarde en arrière maintenant, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies différentes. Celle avant l'accident, celle à l'intérieur de la tempête, et celle que j'apprends à construire maintenant, tranquillement, à partir de ce qui reste. Il fut un temps où je croyais que l'amour se mesurait à la quantité que l'on pouvait donner avant de se briser. Je pensais qu'être un fils, un frère, un mari et un père signifiait porter le poids de tout le monde, peu importe à quel point cela vous écrasait. Mais la vérité est que, lorsque vous continuez à donner à des gens qui ne font que prendre, vous ne perdez pas seulement votre force, vous commencez à vous perdre vous-même. J'ai enterré mon fils seul. J'ai regardé le monde continuer alors que mon propre cœur s'arrêtait. J'ai vu les visages auxquels je faisais autrefois confiance choisir le confort plutôt que la compassion, le luxe plutôt que la loyauté. C'est étrange comme le deuil dépouille de tout ce qui est inutile. Ce qui reste après cela, c'est la vérité. Et la vérité fait mal, mais elle guérit aussi. Je pensais que le plus difficile était le pardon. Ce n'était pas le cas. Le plus difficile a été d'apprendre que tout le monde ne mérite pas d'être pardonné et que s'éloigner ne vous rend pas cruel. Cela vous rend libre. Je visite encore les montagnes parfois, quand l'air se raréfie et que la neige commence à fondre. Il y a une crête près de la rivière où je garde 2 vieilles chaises pliantes, celles que Léna et Antoine utilisaient. Je m'assois là, dans le silence, je regarde les nuages passer et je pense que l'amour ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Il devient le vent qui souffle à travers les arbres, la lumière qui tombe sur l'eau, la force tranquille qui vous fait respirer quand vous pensez que vous ne pouvez pas. Si vous écoutez ceci en ce moment, peut-être avez-vous aussi perdu quelque chose. Peut-être pas une personne, mais une partie de vous-même. Votre confiance, votre paix, votre conviction que la famille signifie la sécurité. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de se tenir devant une tombe sans personne à ses côtés, se demandant comment on est censé recommencer. Mais écoutez-moi quand je dis ceci. Vous le pouvez. Vous le pouvez absolument. La guérison ne vient pas d'un coup. Elle est lente, inégale, parfois invisible, mais elle vient. Et quand elle arrive, vous commencez à réaliser que la paix n'est pas donnée par les autres. C'est quelque chose que vous construisez tranquillement, un choix honnête à la fois. Les gens m'envoient parfois des messages maintenant, après avoir vu mon histoire en ligne. Ils me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts, s'ils me manquent, si je les reprendrai. La réponse est non. Pas parce que je les déteste, mais parce que je m'aime enfin assez pour cesser de retourner au feu qui m'a brûlé. Le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation. Parfois, cela signifie simplement déposer le fardeau et s'éloigner. Et j'ai appris que la famille ne se résume pas au sang partagé ou au nom de famille. Il s'agit de savoir qui se présente lorsque votre monde s'effondre. Qui vous tient la main en silence? Qui dit « Je suis là sans rien attendre en retour ». Pour moi, c'était Antoine, même quand il ne pouvait pas parler. C'était Léna dans chaque souvenir qui brille encore comme la lumière d'une bougie.
C'était Suzanne, debout à mes côtés quand personne d'autre ne l'était. Ce sont les personnes qui rendent la vie digne d'être reconstruite. Alors, si vous vous êtes déjà senti abandonné, si l'on vous a déjà fait sentir que votre douleur était un inconvénient, sachez que vous n'êtes pas seul. Le monde est plein de gens qui comprennent la perte, qui ont traversé le feu et en sont sortis porteurs de lumière. Il vous suffit de les laisser vous trouver. Ou mieux encore, de laisser votre histoire les trouver. Avant de terminer, je veux vous remercier d'être resté avec moi à chaque étape de ce voyage. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Parfois, il suffit d'un seul auditeur pour transformer la douleur en but.